Nouveau numéro de votre magazine Kiosque, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité à Canal Congo Télévision, mais aussi à Radio Liberté Kinshasa. Je rappelle que la Radio Liberté Kinshasa est également sur Internet. Ralik FM, grâce à cette application, vous pouvez suivre ces programmes à tout moment sur Internet, à travers le monde. Merci également de nous suivre sur votre chaîne YouTube. C'est CTV Ralik officiel, le menu de votre émission magazine ce matin. Nous allons aborder, vous le savez certainement, ces polémiques autour du communiqué de la présidence qui donne justement ses droits au ministre sortant, justement après la démission du Premier ministre Sama Lukonde, de continuer à assurer les affaires courantes. Nous allons en parler dans ces magazines, votre magazine Kiosque de ce matin, avec les invités qui sont sur ces plateaux, bien entendu, avec également d'autres sujets qui font la une, entre autres les différentes sanctions infligées aux membres du M23. Nous allons en parler au cours de ces magazines. Votre magazine Kiosque de ce jeudi 22 février 2024. Je m'en vais recevoir les invités. Je commence par le premier invité qui se trouve être M. Ngandi Kassendebo Okabo. Oui. Merci d'être venu. Merci à vous, bonheur. Un bonheur aussi de vous voir en direct, puisque je suis souvent le matin, presque tous les matins, les émissions que vous produisez. Et puis, comme par hasard, vous avez le même prénom que mon neveu, qui s'appelle Bonheur, à qui j'ai dit bonjour en passant. Dieu. Merci beaucoup. Vous êtes jurisconsulte, analyste politique. Avec vous, nous aurons le temps de discuter et essayer de faire le décryptage de ces différents sujets. Merci bien. Alors, le deuxième invité, il est Eri Massimbo, acteur analyste politique, un ancien du mouvement citoyen que je connais. Encore un grand plaisir pour moi de vous retrouver ce matin sur ces grands plateaux historiques de Kiosque. Je salue mon estimé confrère et grand frère Serge Kabongo qui a fait le bon temps justement à cette émission. J'ai le plaisir de vous recevoir sur ces grands plateaux de Kiosque ce matin. Merci, tout le plaisir pour moi, Bonheur. On a commencé, on était encore tout petit, tout jeune dans l'engagement du côté journalistique et nous du côté du mouvement citoyen. On a fait de beaux temps. Aujourd'hui, nous avons grandi. Maintenant, on se retrouve sur un plateau où je suis analyste et acteur politique et c'est un plaisir. Je crois que ça va continuer. Merci beaucoup. Alors, je vais devoir vous interroger sur le sujet tel que je l'ai annoncé tout à l'heure. C'est un sujet qui fait polémique en République démocratique du Congo. Beaucoup de juristes en parlent. Le communiqué de la présidence, lui, à la radio-télévision nationale congolaise, RTNC, le problème, un point de vue global sur ces polémiques. J'aimerais vous écouter en toute indépendance, votre point de vue par rapport à cette mesure exceptionnelle. Oui, ça pose un problème. Je suis d'abord mal placé, mal à l'aise pour discuter de ces sujets. Je pouvais m'attendre à tout sauf à ce genre de situation. Autant le droit, c'est quelque chose de difficile, c'est sujet à interprétation. Autant pour ces sujets-là, il n'y avait pas à interpréter quoi que ce soit, ni à imposer quoi que ce soit, puisque le problème était déjà réglé au niveau de hautes instances juridiques ou judiciaires. Le Premier ministre avait demandé cette possibilité de cumuler les fonctions de ministre ou de Premier ministre avec le fait d'être élu député. La réponse a été donnée clairement. Aujourd'hui, qu'on arrive à ce que la direction, ou du moins les directeurs des cabinets du président de la République décident au nom du président de la République qui a une possibilité, exceptionnellement, de laisser remplir ce gouvernement, moi, ça me pose un problème. Là où le bas blesse, c'est qu'il n'y a même pas le bon sens. Puisque, par ailleurs, sur d'autres cieux, on a vu quand il n'y avait pas de gouvernement, quand il n'y avait pas de ministres, mais le pays était géré par l'administration. Les affaires courantes pouvaient être gérées par l'administration. Regardez ce qui vient de se passer il n'y a même pas une semaine en Guinée. Le putschiste, là, le président actuel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dégagé tout le gouvernement. Qui gère la Guinée aujourd'hui en attendant une nouvelle donne? Ce sont les directeurs des cabinets, de ces ministres-là, bien sûr, et les secrétaires généraux de l'administration. Nous, on dirait qu'on n'a pas confiance en notre administration. C'est signe qu'on n'est pas en train de travailler dans le sens de solidifier, de rendre l'administration efficace et efficiente. Puisqu'ils ne comptent pas, c'est les ministres qui comptent. Alors que le pays devrait compter sur son administration. L'assise, le socle d'un État, c'est l'administration, ce ne sont pas les ministres. Les ministres passent et trépassent, mais l'administration reste.
Il y a une certaine continuité. Moi, je dis, là, il y a eu une erreur d'appréciation des conseillers du président de la République. Cette décision, c'est une décision malencontreuse. Elle ne devait pas être prise. Alors, que devrait se faire normalement? Parce que vous l'avez dit, espérons que le président de la République, à travers son directeur de cabinet, parce qu'il a agi à travers celui-là, Oui. devrait agir autrement par rapport à cette situation que nous connaissons, le Premier ministre qui démissionne. Qu'est-ce qui devrait se faire normalement? Non, mais il y a une jurisprudence, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est que quand le Premier ministre démissionne normalement, en temps normal, c'est tout le gouvernement qui démissionne. Mais là, c'est une situation exceptionnelle. Là, ce sont des élus qui sont dans le gouvernement qui devraient démissionner compte tenu de la loi pour pouvoir choisir, faire le choix ou rester dans le gouvernement ou aller au niveau de l'Assemblée nationale. Mais le problème, c'est qu'ici, on a déjà une jurisprudence à l'époque des cabinets. Quand il y a eu ces cas de figure, qu'est-ce qu'il y a eu? Des ministres qui n'étaient pas élus sont restés dans le gouvernement. Il y en a qui ont occupé 2 ou 3 postes, voire même 4 postes pour pouvoir gérer. À cette carence. Oui, pallier à cette carence. Il n'y a même pas carence. Quand on regarde les résultats du gouvernement, en réalité, et de certains ministères, il n'y aurait pas eu carence. L'administration allait continuer, bon an, à faire les choses. Puisque les ministères sont là, qu'est-ce qu'on voit sur le terrain? Quand je vous prends par exemple un cas, le ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage, qu'est-ce que ça fait sur le terrain? Qu'est-ce que nous avons sur le terrain? Qu'est-ce que nous avons réellement sur le terrain? Il n'y a aucune avancée selon vous? Non, il y a des principes, il y a des projets, il y a etc. Mais sur le terrain, au niveau du ciel de la vie politique, sociale et économique du pays, il n'y a rien. Pour le moment, on n'a toujours pas de poissons. Autant qu'il fallait faire le cumul des fonctions, oui, donner à un seul ministre, par exemple, du portefeuille. Je ne sais pas comment vous analysez quand vous pensez que, parce que le gouvernement n'a rien fait, c'est ce que vous voulez dire autrement? Pas fait grand-chose. Je ne dirais pas qu'ils n'ont rien fait, je dirais qu'ils n'ont pas fait grand-chose compte tenu de projets du président de la République, de programmes qu'il avait et aussi de l'attente de population. Ça veut dire que la vision du président de la République n'a pas été appliquée correctement par le Mais gouvernement? oui, mais on voit bien le ministre de l'économie sortant. Soi-disant, c'est un excellent dans ceci, dans cela. Il a été au ministère de l'économie. Qu'est-ce qu'il a amené de nouveau au niveau du ministère de l'économie? Parce que déjà là, je vais donner la parole également à M. Iri Massimbo, qui apparemment devient impatient. Est-ce que aujourd'hui, pouvons-nous dire, parce que vous l'avez si bien relevé dans vos interventions, l'incompétence du membre du gouvernement? De certains membres, pas tous. Je peux pas... vous parlez de certains membres. Ah oui, bien sûr. Alors, par le simple fait que le Premier ministre a été autorisé, ou le gouvernement autorisé par le président de la République, qui à travers ses communiqués liés à la RTNC, leur donne le pouvoir de continuer à ses affaires courantes, tous ceux qui ont démissionné préalablement, prenons le cas des ministres Jean-Pierre Liaou, ils vont répondre à leurs fonctions? En principe, si on veut voir la logique des choses, leur logique, qui n'est pas du tout logique, il manque de bon sens même. Moi, je pense que ceux qui sont élus députés devraient rester élus députés. Non, j'aimerais qu'ils soient pragmatiques. Mais pour être pragmatique. Ceux qui ont démissionné, Jean-Pierre Liaou et tant d'autres, vous avez cité les cas de Vital Kamere, également qui avait démissionné. Tous ne devraient pas revenir. Alors, ça va se passer comment? Parce que déjà, le Premier ministre est autorisé par le président de la République. Or, la démission d'office du Premier ministre allait au cas de provoquer le départ du gouvernement dans son ensemble. Parce que le Premier ministre... Pas obligatoirement, puisque là, il a démissionné individuellement. Pour que ça engage tout le gouvernement, il a fallu qu'il ait une motion du Parlement. Nécessairement? Ah oui, obligatoirement. Ah oui. Monsieur Eri Massimbo, le problème, aujourd'hui, il évoque un aspect important de notre pays, la problématique de l'application ou du respect des textes. Aujourd'hui, le communiqué de la présidence vient en quelque sorte attribuer un pouvoir aussi exceptionnel à ses membres du gouvernement. Pouvons-nous penser à une sorte d'interférence dans le secteur, dans le domaine judiciaire? Parce que si la Cour constitutionnelle n'a pas pensé à proroger ses mandats, le président, à travers un simple communiqué, le fait. Est-ce qu'il faut donner raison à M. Gandhi qui fait cette analyse? Je commence d'abord par saluer M. Gandhi pour la pertinence de ses analyses, mais particulièrement, je pense que le chef de l'État, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions et les symboles de notre unité nationale, en ces contextes que le pays traverse, nous savons tous que
nous sommes en guerre, nous sommes un État en guerre. Et le chef de l'État, c'est lui en ce moment qui peut juger la nécessité ou l'opportunité de pouvoir lever une option. Et par rapport à la démission du gouvernement, de certains membres du gouvernement, et à leur rétention exprimée par la présidente de la République à travers un communiqué, je pense que l'option prise par le chef de l'État à travers ces communiqués, peu importe les jugements que nous pouvons avoir ou l'opinion tant publique et internationale peut avoir par rapport à cela, mais je pense que nous devons laisser le temps au temps pour voir les pourquoi de cette décision. Parce que je crois particulièrement... Mais sur le plan de forme, on peut considérer... Il est respectueux des lois du pays. Mais est-ce que non, au regard des éléments, de cet argument avancé tout à l'heure par ton interlocuteur, justement, dans ses analyses, est-ce qu'il faut dire aujourd'hui que le président de la République, à quelque sorte, parce que vous connaissez que ce n'est pas légal, le fait, par exemple, de faire le cumul, un ministre qui est en fonction au même moment, qui est appelé à siéger parce qu'on a validé leur mandat. Est-ce qu'il faut dire que le président de la République a quelque part violé la loi? En fait, du coup, dire qu'il a violé... c'est lui qui autorise, il bénit cette... En fait, je ne crois pas, mais néanmoins, c'est ce que je dis, nous faisons cette expérience-là. Voyons ce que ça va nous donner. Et je crois que le chef de l'État a donné des raisons, va donner des raisons pour réconforter sa décision par rapport à la prise ou à la levée de cette option. Donc je crois que certainement c'est une décision qui doit avoir une raison valable par rapport au maintien des jeux des J'aimerais justement, je vous relancer pour m'interroger avec vous, tant que nous disons tous que les problèmes, le pays va mal, c'est le plan social, tout à l'heure il a relevé, le fait par exemple de payer un ministre qui est au Parlement, parce qu'il doit siéger comme député, et c'est lui qui doit assumer par exemple les fonctions du ministre de l'économie, les capital caméré, parce qu'il doit continuer à être payé naturellement, parce qu'il travaille pour l'État congolais. Et ça ne pouvait pas, par exemple, être dans le sens de vouloir réduire le dépense à cette période où nous sommes, par exemple, agressés par nos ennemis. Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que c'est un cas, en fait, qui surgit, ou c'est un cas avec lequel nous voulons faire une expérience. Alors, je ne pense pas que les ministres qui sont déjà sortants, et, avec leur mandat de député, je crois bien évidemment que les autres députés vont arrêter, on va arrêter de les payer jusqu'au mois de mars. Oui, c'est à partir du mois de mars que les députés, les actuels députés vont commencer à être payés. Donc, il n'y aura pas des enveloppes pour les ministres et députés. Mais entre-temps, il y a des avantages. Hein. En fait, donnons du temps au temps, voyons ce qui va se passer par après. On ne peut pas, du coup, qu'il y a une décision prise et commencer à donner déjà Est-ce que peut-on parler bon, je sentais de parler des CIRR pour ceux qui pensent que beaucoup de choses se font, par exemple, avec précision. Cher Bonheur, je crois que, comme je dis au début, c'est le chef de l'État aujourd'hui, il est le seul par rapport à l'état actuel que le pays traverse des guerres avec les Rwandais et par rapport aux différents appuis que nous avons réussi, notamment de la SADC, les ministres qui sont aujourd'hui en fonction, ils sont les seuls qui ont été dans le manœuvre lors des arrivées et de certains accords qui ont été signés. Je crois qu'ils ont assez la maîtrise de la situation. Donc, il faut laisser le pays, le chef de l'État et les autres membres du gouvernement faire un peu cette expérience-là et voir ce que ça peut nous donner jusqu'à ce que le bureau définitif de l'Assemblée soit installé et nous puissions avoir des institutions qui vont remplacer celles qui sont aujourd'hui. Laissons le temps au temps. La réaction de M. Herry, vous pensez qu'il y a un élément qui vous a choqué? Parce que l'analyse dit clairement qu'il ne faut pas avoir des préjugés. Le président de la République a souverainement estimé étant garant des bonnes fonctions, régulateur des institutions, et qu'il fallait laisser le gouvernement continuer pour, par exemple, pallier
à certaines carences, aussi à répondre aux attentes de la population, étant donné que la situation également devient de plus en plus préoccupante à la partie externe. Moi j'ai dit non, puisqu'on aurait pu prendre des décisions réellement, des vraies décisions. Les erreurs existent. Là, c'est une erreur. Errare humanu est. L'erreur est humaine, on peut le comprendre. Mais il faut qu'il rectifie le tir. Puisque là, c'est aller même au-delà du droit. Au-delà du droit stricto sensus, c'est aller à l'encontre de l'opinion publique. L'opinion attend beaucoup du président de la République. L'opinion publique fait confiance au président de la République pour peu que le président de la République fasse des choses autrement, comme il l'a lui-même dit, qu'il faut agir autrement. Il y a eu pas mal d'erreurs. Continuer avec les erreurs comme ça va nous amener à un désespoir, alors que tout le peuple congolais a son espoir, dans la majorité bien sûr, puisqu'on me dira, il y a aussi l'opposition qui n'est pas d'accord avec lui, mais dans la majorité des cas, le peuple congolais regarde sur le président, pour cet avenir de ce pays, sur lui. Si lui commence encore à reprendre les erreurs du passé, ça nous pose un problème. Il a promis de ne plus reproduire. Ça nous posera un problème. Par ailleurs, dans une situation de guerre comme ça, on aurait pu diviser au moins par 3 les émoluments des députés. On aurait même divisé par 3. Et encore, même en divisant par 3, il gagnerait encore plus, contrairement à des pays comme le Botswana, qui a beaucoup de moyens plus que nous aujourd'hui, où le député touche $1 800, l'enseignant $1 300. Nous, les députés touchent $21 000. Je vous demande de faire un calcul simple. Et le deuxième sujet, mais puisque vous avez ouvert la balle, je vais donner la parole à M. Ri. Il va devoir également introduire les sujets, vous allez répliquer. Nous allons parler de cette réaction du gouvernement congolais. Vous l'avez certainement suivi. Cet accord avec le Rwanda, l'Union européenne, a donné un signal fort au gouvernement congolais pour dire que malgré les différentes dénonciations faites à travers le monde, nous sommes prêts à continuer à travailler avec le Rwanda. Est-ce un message? J'aimerais que vous introduisiez le sujet, mais d'abord, je précise que le gouvernement congolais, à travers le ministre en charge justement des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a réagi hier. Je vais rapidement relayer le propos tout à l'heure évoqué. Le gouvernement congolais a dénoncé mercredi 21 février la signature par l'Union européenne et le Rwanda d'un accord sur la création de la chaîne de valeur pour ces minéraux, pour les minéraux stratégiques et critiques. Dans un communiqué signé par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, le gouvernement congolais estime justement que le gouvernement, que voilà, cet accord avec le Rwanda, dont le sous-sol ne regorge pas de ces minéraux, est une façon pour l'Union européenne d'encourager la poursuite du pillage des richesses congolaises par le Rwanda. Un communiqué qui tombe à point nommé. Bien évidemment, avant d'abord d'aborder cette question, je voulais préciser une chose. Le président de la République n'a pas commis l'erreur, monsieur le journaliste. Je crois, comme je le dis souvent, il est le seul qui est en contact avec la réalité. Et nous savons tous que le fait politique précède les droits. Et par rapport à une circonstance ou à une situation politique qui prévaut, il faudrait passer à la vitesse supérieure pour prendre une décision afin de pallier à la situation. On ne sait pas, nous n'avons pas la maîtrise des fonctionnements des institutions. Qu'est-ce qui a occasionné la prise de cette décision par le chef de l'État? Et on ne peut pas... Il a plutôt relevé l'aspect d'une décision contre les games pour dire qu'il n'est pas conforme à la loi.
Bien évidemment, ce que je dis au début, les actes ou le fait politique précèdent toujours les droits. Donc, il faudrait laisser la situation telle que c'est maintenu par le chef de l'État et pouvoir en juger par après par rapport à cela. Donc, il n'y a pas erreur par rapport à ça. Si nous devons aborder la question par rapport au communiqué de l'Union européenne... Non, le communiqué du gouvernement congolais, qui est une réaction justement à cet accord conclu entre l'Union européenne et le Rwanda. Je crois que l'Union européenne aujourd'hui, par rapport à tout ce que l'Union européenne est en train de faire, elle est un peu en dehors de ses valeurs. Ces valeurs, c'est quoi? C'est les droits de l'homme, c'est la démocratie, c'est la sécurité, c'est la paix. Et ce qu'aujourd'hui l'Union européenne a fait que décorer les criminels Paul Kagame par rapport à toutes les atrocités dont il est auteur à l'est de la République démocratique du Congo. Comment on peut comprendre cet accord conclu entre l'Union européenne et le Rwanda? En tête, nous avons les criminels de guerre, un seigneur de guerre, un criminel qui porte dans ses mains les sangs des milliers et des millions de Congolais, conclut un accord pour avaliser l'exploitation illicite de nos minéraux, les pillages, les tueries de plus de 10 millions de Congolais à l'est de notre pays. Pourquoi l'Union européenne peut décorer Paul Kagame en signant cet accord avec lui? La majorité des matières premières ou des minéraux sur lesquels portent ces accords-là, ce sont des minéraux dont le 1,23 ou le Rwanda ne possède pas sous son sous-sol. Les Rwandais ne les possèdent pas. Nous savons tous que le Rwanda prenne ces minéraux sur le territoire congolais. Alors, le fait pour l'Union européenne de pouvoir conclure cet accord-là, c'est-à-dire c'est une manière directe pour l'Union européenne de cautionner toutes les atrocités et être complice avec le malheur du peuple congolais qui sont à l'est du pays. C'est une manière pour eux de pouvoir donner encore les moyens économiques nécessaires à Kagame pour continuer à s'aimer la terreur et les atrocités dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est une manière pour l'Union européenne de pouvoir financer le M23 et Paul Kagame ainsi que l'armée rwandaise de pouvoir mener la guerre contre la RDC. Donc je crois qu'aujourd'hui, notre gouvernement, à travers le président de la République et toutes les institutions du pays doivent lever... On peut relever à ces niveaux ce que je suis tenté de parler de la diplomatie agissante, comme tout le monde l'a dit. On peut relever le faille de cette diplomatie aujourd'hui. Quand l'Union européenne le gouvernement congolais n'arrive pas à obtenir les soutiens de l'Union européenne en cette période aussi cruciale où nous sommes menacés, où Goma et Saké ont constitué l'actualité à travers le monde, l'Union européenne qui, en quelque sorte, donne ces chèques blancs au Rwanda, ça constitue une sorte de faiblesse, que je l'ai dit tout à l'heure, de la diplomatie congolaise qui n'a pas pu obtenir les soutiens de l'Union européenne. Je ne dirais pas c'est de la faiblesse diplomatique de Kinshasa. Non, je ne dirais pas non plus nous n'avons pas une diplomatie agitante. Je dirais non. Quelque part, on voit clairement que la RDC n'a pas accepté de pouvoir jouer ou entrer en danse par rapport à la chanson que nous chante l'Union européenne quant à la question de pouvoir conclure les accords politiques avec les Rwandais, alors que tout le monde le sait que c'est les Rwandais qui nous agressent. Donc c'est une réponse diplomatique pour eux de pouvoir nous dire que nous ne sommes pas avec vous. Si vous voulez être avec nous, si vous voulez que nous puissions être avec vous, vous devez conclure les accords politiques avec les Rwandais et céder une partie de votre territoire et vos minéraux au Rwanda. Par rapport à cela, je continue encore à réitérer mon soutien sur le chef de l'État, que j'aime bien appeler les cousins nationales, de dire non à la conclusion d'un accord politique ou économique avec les Rwandais. Quant à la guerre, vous estimez que c'est une forme de pression que l'Union européenne fait? Bien évidemment, c'est une forme de pression. Quand vous attendez, par exemple, l'Assemblée britannique prendre une décision sur les rapatriements des demandeurs d'asile britanniques au niveau du Rwanda.
Mais c'est une forme de recrutement des mercenaires. C'est une forme de recrutement des mercenaires pour le former, pour pouvoir les déverser, renforcer l'armée rwandaise, pour continuer à semer la terreur, la désolation, pour continuer le viol et les tueries, les massacres à l'est du pays. Merci en commençant par les États-Unis, la France, l'Angleterre et l'Union européenne tous en ensemble sont derrière cette guerre-là. Oui, alors vous avez la parole, M. Ngandi Kassende, pour justement pour vos répliques. Oui, le Premier ministre a dit, je vais quand même répondre à ses propos à travers ses communiqués. Il dit, tout en reconnaissant la souveraineté des partis signataires, le gouvernement de la République démocratique du Congo dénonce ce protocole qui, à l'évidence, encourage, un peu comme l'a dit M. Héré tout à l'heure, le pillage des ressources naturelles congolaises par le Rwanda et contrarie les engagements de l'Union européenne, notamment au point 26 du communiqué conjoint de la deuxième session du dialogue politique RDC-Union européenne, tenu à Kinshasa le 5 et 6 octobre 2020, engagement notamment de tirer profit de la mise en œuvre du règlement européen sur le minerai de conflit et les autres dispositions pertinentes. Et c'est quand même, ça va dans la même optique des analyses faites tout à l'heure par M. Ri, qui estime que l'Union européenne encourage en quelque sorte le Rwanda à continuer à s'aimer terre et désolation. Le gouvernement a-t-il raison de répliquer aussi chaleureusement? Ce sont les faits. On dit que les faits sont têtus en journalisme, puisque vous faites du journalisme, les faits sont têtus. Et les faits sont sacrés aussi, et le commentaire libre. Moi, à la place du gouvernement, je n'aurais pas demandé au ministre des Affaires étrangères de réagir. J'aurais plutôt donné de la place à notre opinion nationale au travers des médias, de la presse. Il fallait que la presse rentre en lice et pose ce problème-là au nom de l'opinion congolaise. Parce que c'est l'opinion congolaise qui compte. Au niveau des politiques, on attend plutôt des solutions que de pleurs. Il faut qu'on sorte de cette attitude de pouvoir attendre toujours qu'il y ait des faits ailleurs pour que nous on puisse réagir. On doit maintenant rentrer dans une démarche d'agissement, qu'on puisse agir et même précéder un certain nombre de comportements. On a vécu un moment dans un pays fermé, un glacis sur le plan diplomatique. Certes, c'est le président de la République actuelle qui est venu remonter un peu notre diplomatie, qui n'existait plus d'ailleurs. On n'avait plus de relations avec... Là, vous le reconnaissez, ce mérite. Comment? Vous le reconnaissez, ce mérite. Ah, mais il mérite réellement d'être applaudi là-dessus. Alors, on peut parler de la diplomatie agissante au même moment où on trouve des failles, bien que... Non, mais là... Il n'a pas voulu évoquer cet aspect. Il n'y a pas que la diplomatie. La diplomatie, c'est un bras diplomatique, un bras armé de l'État. Mais la diplomatie n'agit pas seule. Il faut que nous puissions agir aussi chez nous. Comment est-ce que le Rwanda ait des accords ici ou là? On s'en fout. Ce que nous devons faire, c'est qu'ils ont signé leurs accords, mais nous, on bloque nos frontières, on protège nos frontières, que nos produits ne puissent pas sortir de nos frontières. Est-ce qu'on sera aussi puissant que l'Union européenne? Si par exemple l'Union européenne, l'a dit M. Eri tout à l'heure, veut véritablement appuyer le Rwanda à continuer à piller nos richesses, est-ce qu'on sera fort que l'Union européenne? Mais ce n'est pas en parlant qu'on sera fort aussi. Hein. Moi, je dis qu'il faut qu'on agisse. On a des gens qui peuvent nous soutenir, comme l'Afrique du Sud. On a d'autres États dans le monde qui peuvent nous soutenir. C'est à nous de faire en sorte que nos frontières soient protégées. Si nos frontières sont protégées, les accords qu'ils ont signés, ce sont des accords nuls et non avenus, dans le sens où le Rwanda ne sera pas à même de pouvoir donner le produit. Mais parlez de la protection des frontières que vous estimez qui sont poreuses aujourd'hui. Oui. Pouvons-nous dire que nous sommes à même de protéger véritablement nos frontières, surtout que nous sommes en train de remonter nos éléments, dire le FARDC de façon globale? Oui, on est en train de remonter la pente. Mais il faut encore plus de moyens. Plus de moyens, c'est là que je fustige le fait qu'on garde ces ministres encore au sein du gouvernement. D'abord, un gouvernement pléthorique de près de 60 ministres, 50 et quelques, c'est trop. On devrait avoir... On ne connaît pas assez d'ailleurs. Hein. Comment? On ne connaît pas assez. Beaucoup ne sont pas connus. Mais beaucoup ne sont pas connus. Comment est-ce qu'on peut accepter dans un État comme le nôtre, où on met l'enseignement au devant de la scène, on a 3 ministres au niveau de l'éducation nationale.
C'est impensable. On doit avoir une éducation nationale, jeunesse et sport. Combien de ministres on mettra de côté? Il y aura plus d'efficacité. Ça nous permettra, par ce billet, de reconstruire l'administration. Attention, nous sommes un Grand Congo, hein, avec non, le Grand Congo, ça veut dire quoi? beaucoup de charges aussi. Il y a beaucoup de charges. L'administration centrale. Non, on est plus grand que les États-Unis. Je ne pense pas qu'on soit plus grand que les États-Unis. Aux États-Unis, il y a moins de 20 ministres. Comment si on veut tout centraliser, ça risque d'être une sorte d'emplacement. Comment tout décentraliser puisque nous avons des gouvernements provinciaux? Nous avons des députés provinciaux. Au niveau du gouvernement central, on devrait avoir un nombre restreint de ministres. Au lieu que ces ministres gagnent 45 ou 50 000 dollars, ils devraient gagner 15 ou 20 000 dollars. C'est déjà beaucoup. Il faut réunir les moyens pour pouvoir renforcer l'armée, la police, le service des renseignements. Il faut des moyens. Mais ces moyens-là, quand on les gaspille au niveau du gouvernement, quand on les gaspille au niveau du Parlement, combien de parlements où les députés touchent 21 000 dollars en Afrique ou dans le monde? Même en France, un député touche combien? Il touche 5 000 et quelques euros. Ça pose un problème, on dirait. On est un pays sous-développé, un pays qui a besoin de moyens de construire des hôpitaux, des routes, de soutenir les enseignants, les médecins, les militaires, etc. On va dépenser beaucoup d'argent pour des structures. Donc, le Parlement aujourd'hui, et le gouvernement. Au-delà de ce que nous pouvons considérer comme étant appui indirect de l'Union européenne au Rwanda, aujourd'hui, nous pouvons compter que sur nous-mêmes. Et pour ça, nous devons construire notre armée. Nous devons compter sur nous-mêmes. Nous devons construire non seulement notre armée, mais aussi, s'il y a eu des défaillances au niveau de nos territoires, c'est puisqu'il n'y avait pas d'administration. Il n'y avait pas d'administration, il n'y avait pas de police, il n'y avait pas l'armée. Il y a des territoires où tu trouvais puisque le monde est devenu un village planétaire, vous n'avez pas voulu parler de la faiblesse de la diplomatie, parce que le fait que l'Union européenne, est-ce qu'on peut, parce que j'ai posé la même question à M. Seri, pouvons-nous dire aujourd'hui que l'Union européenne, qui pouvait peut-être aussi être de notre côté, n'a pas pu parce qu'on n'a pas été à même de la convaincre? Exactement ça, vous avez la réponse. Puisque, qu'est-ce que le président actuel a trouvé? Il a trouvé... l'État était en lambeaux. L'administration était en lambeaux. Il y avait des invectives entre les différents groupes. Au lieu de soutenir le gouvernement central, au lieu de soutenir l'État, chacun tirait la couverture de son côté. Combien de politiques, comme disait Mbosso, combien de politiques tiraient la couverture de leur côté, entretenaient les milices? Moi, même là, le président de la République a fustigé la justice à forte raison. Mbosso devrait nous dire, ou la justice devait interpeller Mbosso pour qu'il nous dise qui sont ces gens-là qui sont dans le gouvernement, qui sont au Parlement, qui entretiennent des milices. Comment voulez-vous que pendant cette période-là, l'Union européenne nous fasse confiance? Nous, on est en train de nous bousculer entre nous. Il n'y a pas la transparence de la gestion, vous estimez? Non seulement manque de transparence pour certaines gestions. D'ailleurs, on est en train de reprendre beaucoup de choses. Regardez le contrat chinois. N'eût été le président de la République et surtout à Lingete par rapport au contrat chinois. Mais le pays était à 100. Pillé à 100, ça pose un problème. Est-ce qu'au-delà de l'aspect diplomatique, parce que vous avez dit que le gouvernement pouvait bien bénéficier de l'appui de l'Union européenne, si vraiment on avait une diplomatie efficace... On n'avait pas fait le travail sur le terrain, le travail sur le terrain n'est pas fait. Mais qu'en est-il de l'engagement? Mais le gouvernement congolais, à travers le ministre des Affaires étrangères, l'a rappelé que cet accord avec les Rwandais, signé par l'Union européenne, contrarie justement, le gouvernement l'a dit, les engagements de l'Union européenne, et notamment au point 26 du communiqué conjoint de la deuxième session du dialogue politique RDC-TINI à Kinshasa, du 5 au 6 octobre 2022. La même question sera posée à M. Eri. Est-ce que l'Union européenne est-elle sincère aujourd'hui envers les... Mais pourquoi on chercherait à aller perdre du temps à chercher si l'Union européenne est sincère? On ne fonctionne pas avec les solutions. Regarde ces engagements qui s'inscrivent dans la même optique, dans le même secteur lié aux minerais. Le gouvernement l'a rappelé. Mais ils ont dit qu'ils ont signé les mêmes accords qu'avec nous. Mais le problème, c'est quoi? Et ils attendent plutôt leurs intérêts.
Pourquoi on va rechercher la sincérité à l'Union européenne? Non. Donc, l'Union européenne vient avec ses intérêts. Mais le fait que... Ils nous ont mis dans une situation difficile puisque les mêmes contrats qu'ils ont signés avec le Rwanda, ils l'ont signé avec nous. Mais nous... il a dit, l'Union européenne signe un accord avec le Rwanda, sachant que le minerai, le gouvernement l'a rappelé, le minerai, le Rwanda, le sous-sol rwandais ne regorge pas ces matières. Est-ce une manière d'encourager tacitement le pillage de nos ressources et puis le faire bénéficier doublement, et au même moment qu'on tire le dividende du côté RDC, on va le faire également du côté Rwanda. Mais il y a un problème criant de manque d'organisation. La tantale ou certains minéraux que nous avons ici, si on était organisé, un pays organisé, si on avait monté une industrie d'extraction de ces produits ici, ben, le problème ne se poserait pas. Maintenant, on dirait que ça arrange tout le monde que ces minéraux-là se produisent par des individus privés. La contrebande, on dirait que le gouvernement reste là, on dirait qu'il n'y a personne pour regarder le pays ici et organiser les choses. C'est-à-dire, si on a des millions, on peut, par rapport à ces minéraux, on peut s'endetter et créer des industries, non seulement d'extraction, mais aussi de transformation de ces produits. Mais si on ne le fait pas, c'est normal que les autres ne tapent pas sur de nous, puisque ce sont des groupuscules qui exploitent ces minéraux, qui puissent, eux, compter sur d'autres pays. Est-ce l'Union européenne, en quoi est-ce que l'Union européenne pêche quand elle conclut le même accord avec le Rwanda? L'accord rappelé, le gouvernement l'a dit, le même accord conclu avec nous, et ça a été relevé également par M. Ngadi tout à l'heure, qui dit que ce n'est pas un péché, l'Union européenne ne cherche que ses intérêts. Monsieur le journaliste, s'il vous plaît, aujourd'hui l'Union européenne a montré sa couleur, qu'elle est avec le Rwanda, qu'elle soutient les massacres, les tueries, les viols à l'est de la République du Congo et qu'elle soutient l'occupation rwandaise dans l'est de la RDC. C'est clair et net. Au moment où l'Union européenne, si on fait baser cet accord-là sur base des principes et des valeurs, je crois que en rien les Rwandais peuvent convaincre l'Union européenne par rapport aux valeurs de l'Union européenne. Est-ce qu'au Rwanda, il y a la démocratie? Il n'y en a pas. Parce que nous avons un président dictateur qui est là depuis plus de 3 décennies aujourd'hui. Kagame se maintient à maître. Est-ce qu'il y a l'ouverture de l'espace politique pour les opposants? Il n'y en a pas. Nous voyons, nous entendons du jour au lendemain comment est-ce que les opposants sont matraqués, tués même à l'extérieur du Rwanda, matraqués en prison, tués même dans des prisons. Récemment ici, on avait entendu parler d'un médecin engagé qui a été tué, asphyxié à la prison du Rwanda. Par rapport à l'espace démocratique, par rapport au respect des droits humains, par rapport à certaines valeurs qui priment l'Union européenne, je crois que le Rwanda devrait être écarté sur la scène. Je crois qu'aujourd'hui, Kagame devrait être dénoncé comme un grand dictateur dans la sous-région parce qu'il s'est mis au pouvoir pendant plus de 3 décennies et cela en massacrant et en tuant même son propre peuple. Je crois que l'espace politique n'est pas ouvert aux Hutus, à la population Hutu. Qui sont d'origine rwandaise. L'espace politique n'est pas... on ne leur donne pas l'espace politique. À moindre escarmouche, quand un Hutu met sa tête sur l'espace politique, du coup, on la coupe la tête. Je crois qu'aujourd'hui, l'Union européenne a enfreiné ses propres lois et ses propres principes. En concluant cet accord économique avec le Rwanda, il donne assez de moyens au Rwanda. On a fini au lieu de cet accord-là, moi j'attendais des sanctions économiques. D'accord. Puisque vous parlez des sanctions, on va finir déjà l'émission parce qu'il me fait signe qu'on doit finir. L'ONU qui a sanctionné 6 personnes liées aux mouvements armés agissant dans l'Est de la RDC. Je rappelle rapidement que 6 recommandations de la France, des États-Unis et du Royaume-Uni, 6 nouvelles personnes, justement, dont les membres du M23, du groupe Chouaïno, je ne sais pas, des ADF et des FDLR, ont été placés mardi 20 février. C'est la liste des sanctions. Des sanctions des Nations Unies. Vous parlez des sanctions. Mais quel impact ces sanctions auront sur le terrain par rapport à l'avancée de l'armée rwandaise? Il faut plutôt apporter l'appui militaire, vous pensez? Ça n'apporte rien en fait.
c'est net et clair. Ce n'est pas aujourd'hui que les Nations Unies ont commencé à dénoncer les atrocités à l'est du pays que mène le Rwanda sur le territoire congolais. Ce n'est pas aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça a donné comme conséquence positive? Rien, messieurs les journalistes. Je crois aujourd'hui que moi, je m'attends à ce que notre ministre des Affaires étrangères puisse convoquer l'ambassadeur de l'Union européenne, puisse convoquer l'ambassadeur britannique pour les entendre par rapport à cet accord conclu avec les Rwandais, qui finance de manière indirecte le projet rwandais de pouvoir conquérir l'espace congolais. Et aussi, l'ambassadeur britannique doit s'expliquer par rapport à cette loi qui vient d'être votée à l'Assemblée britannique autorisant les personnes demandeurs d'asile de pouvoir venir le faire sur le sol rwandais. Merci. On doit finir avec fermement que notre gouvernement doit être ferme et nous devons tourner les regards vers des partenaires qui peuvent, avec lesquels nous pouvons nous traiter pour que notre intérêt puisse être tiré. Merci, monsieur Ri. Nous allons rapidement finir avec vous. Ces différentes sanctions des Nations Unies, on peut parler d'un résultat positif qui commence à venir après cette pression populaire, cette dénonciation du gouvernement congolais à travers le monde et même des compatriotes qui relayent ces signes du silence de la communauté internationale. À travers les Nations Unies, on peut pousser un ouf de soulagement. Oui, puisque là, c'est les premiers résultats que nous avons de toutes les démarches que le président a effectuées au travers le monde pour pouvoir redorer notre diplomatie et pointer du doigt notre ennemi actuel, dont on ne citait pas au niveau international. Aujourd'hui, on cite Kagame. Tous les États occidentaux citent Kagame. Toutes les multinationales citent Kagame. C'est déjà une victoire. Deuxième victoire, c'est la victoire de notre opinion, qui n'a même pas fini de travailler, qui continue à travailler au travers des manifestations, au travers du point de vue des uns et des autres. C'est déjà une démarche positive. Quel impact peut avoir ces sanctions? M. Ri l'a dit, estime que nous pouvons plutôt aller loin. Ils doivent être sincères, nous apporter leur appui, même sur le plan militaire, pour que nous puissions en finir une fois. Vous voyez, il y a presque un an que les États-Unis s'est passé inaperçu. Les États-Unis avaient déjà pris des décisions, une décision fatale à l'égard du Rwanda, puisqu'ils avaient supprimé leurs subventions auprès du Rwanda. C'est déjà bon signe. Mais nous, on ne sait pas profiter. Ils avaient réduit leurs subventions. Mais l'armée américaine continue à former l'armée rwandaise. On ne peut pas interdire l'Amérique de former qui que ce soit. C'est à nous de nous former. Non. Je vous ai laissé parler. Et ils forment l'armée rwandaise. Je crois qu'ils sont en train de les renforcer pour pouvoir. Mais pourquoi pas? C'est à nous de faire notre choix, de nous former aux États-Unis, en Israël ou ailleurs. C'est à nous maintenant de faire en sorte, au-delà de la diplomatie, d'être des acteurs réels, c'est-à-dire de soutenir notre pays, de chercher le moyen, comme je l'ai dit, de réduire les trains de vie du gouvernement, du Parlement et autres, de nous acheter les armes qu'il faut, de mieux rémunérer les militaires. Vous saluez ces différentes sanctions. Mais les sanctions, alors, c'est normal. nous sommes arrivés à la fin de ces magazines kiosques de ce jeudi 22 février 2024. Nous vous retrouvons demain. Ça sera avec quelqu'un d'autre, avec même plaisir, pour vous présenter ces magazines que vous aimez tant. Merci à vous, messieurs Ri, d'avoir été nôtres. Je rappelle que vous êtes acteur et analyste politique. Oui. Vous êtes sur le plateau de kiosque ce matin. Bien évidemment. Merci également à vous, monsieur Ngandi Kasseni. Vous étiez invité également sur le plateau de kiosque ce matin. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. J'ai été surpris positivement. J'aime bien le rythme et l'animation. Alors, nous vous retrouvons demain. Suivez ce même programme sur Ralik FM, grâce à votre application sur Play Store. Téléchargez Ralik FM. Suivez en 6.8 MHz FM. Merci également à nous suivre sur CCTV Ralik officiel. Merci à toute l'équipe l'équipe technique justement qui nous a accompagnés. Il y a Pézo qui était derrière les caméras. Il y en a une centaine sur ce plateau. Nous vous retrouvons demain. Au revoir et à la prochaine.